à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marcus Adams, un des dirigeants des Troubadours. Au départ, il y a des études d'égyptologie, puis la soif de découverte pousse ce jeune Anglais à venir découvrir la France en 2007 à Paris, puis ce sera Lyon, et enfin le Berry en 2017. Marcus est un amoureux des langues, que ce soit l'italien, le français, le grec, le chinois ou l'hébreu, et il en parle avec une jubilation qui donne envie d'apprendre. Aujourd'hui, à la tête d'un organisme de formation en anglais, qu'il présente comme une école antiscolaire, il met l'humain et l'oral au centre du jeu, et cet épisode vous livrera quelques clés pour l'apprentissage des langues chez les enfants et les adultes. Toujours avec un tact très british, il vous fera réfléchir et sourire, et souvent avec beaucoup de poésie. On a parlé des langues bien sûr, et de l'anglais en particulier, mais on a également évoqué le droit à l'erreur, les troubadours, l'Odyssée, l'Empire britannique ou les vaches. Je vous embarque donc à la découverte de Marcus Adams, un prof d'anglais un peu troubadour en Berry. Goodberry, c'est parti. Bonjour Marcus. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci. Marcus, on va parler d'apprentissage de l'anglais. Mais avant, j'avais une question. Oui. On est en plein dans le jubilé de la reine. Oui, ok. Quel est ton regard, toi ? Moi, je viens d'une famille qui est assez royaliste. Ouais. Okay. J'ai grandi dans une famille qui ont toujours dit on soutient la famille royale. Mm-hmm. Mais quand je commence à construire mes propres avis, je trouve que à la fois tous les problèmes dans le Royaume-Uni, ça descend de la famille royale. C'est-à-dire que la famille royale, ils ont une arrogance. Et cette arrogance, ça renforce un aspect de la culture anglais. C'est pas anglo-saxon, je parle tout le monde. Et avec un aspect de privilège qu'on ne questionne pas une autre personne pour qu'est-ce qu'ils font en raison de leur classe sociale. Et je trouve que c'est immiscible que pendant toutes les situations de la Panama Papers, avec le paradis fiscaux, que la reine qui a l'option de payer moins d'impôts a d'argent stocké là-bas. Et aussi toute la situation de son fils qui a payé une femme 12 millions de livres pour éviter qu'il y ait un procès, et c'était la peuple d'anglais qui sont payés pour ça. J'ai envie que la famille royale est plus là, mais j'ai peur quoi qu'il arrive après. Parce que le politique en Angleterre, c'est pas du tout bien. Donc, le remplacement de ça va être les classes en dessous de la reine qui dominent tous. Donc, peut-être, en gros, malgré tous les problèmes, c'est toujours la meilleure solution. Donc toi, tu vas pas fêter le jubilé ce week-end ? Oui, bien sûr, on peut fêter, c'est en fait. Non, oui, je suis avec les amis ce week-end à Clermont-Ferrand, donc on fête pas forcément le jubilé, mais je pense que, notre amie, elle adore de faire des gâteaux, donc à mon avis, elle va faire un petit peu de gâteaux pour la reine. Ouais. Bon, ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu te retrouves en France ? En France, je suis en France depuis 2007. Pourquoi ? Parce que c'est pour un changement, pour une différence. J'étais à Liverpool avant, où j'ai fait mes études. J'ai eu une envie pour aller dans une capitale. Tu fais tes études de quoi ? J'ai fait ma première licence, c'était égyptologie. Oui. C'est égyptologie, mais avec une concentration sur la lettre. Mon deuxième, c'est pour être linguiste. Okay. Donc, il y a une logique, même si c'est en air que ça n'a rien à voir, mais il y a une logique. Quand même. Rien à voir avec les hiéroglyphes ? Oui, j'ai passé une année en ça, mais on ne peut pas lire comme dans le Mamie, en fait, juste lire comme ça. Non, il faut regarder, faire une transcription, puis faire une translittération, et puis faire une traduction de ça, et changer tout le formulaire, parce que le grammaire en Égypte, c'était un peu aléatoire à la voix. Ah, Bref, j'ai décidé pour aller dans une capitale. Donc, j'ai dit pourquoi pas aller à Paris au lieu de Londres, parce que j'avais déjà vécu un petit peu la vie londonienne. Donc, j'ai dit pourquoi pas aller à Paris. J'étais là pour 2 ans. Et puis, je me rends compte que
Paris, c'est très international. Et c'était assez difficile pour améliorer mon niveau de français. Mhm. Donc, j'ai déménagé à Lyon, où j'ai passé 8 ans à Lyon. Et après ça... Et tu faisais quoi à Lyon pendant 8 ans? Moi, j'ai géré un centre de formation là-bas. Enfin, oui, co-géré. Enfin, j'ai géré l'aspect de service de ça. Donc, c'est centre de formation linguistique. Ouais, je faisais ça. Et puis, après ça, on est déménagé dans la région. C'est 2017. Donc, c'est presque 5 ans maintenant. On est là. Et pourquoi là? Parce que mes parents, au même temps, ils ont acheté un bien à Brissac. Okay. Donc, j'avais... à cette époque, c'est juste après Brexit, parce que tout le monde est lié maintenant pour les anglo-saxons, tout est lié à Brexit. Et c'est juste après Brexit, et j'ai eu une possibilité pour prendre un poste au Vietnam, à Saigon, qui est maintenant Ho Chi Minh, pour la même structure avec qui j'ai travaillé à Lyon. C'était bien vendu, le poste. Donc, j'ai dit, OK, on va aller au Vietnam. Donc, j'ai quitté ma vie à Lyon, vendu l'appart, donné plein de meubles à quelqu'un, à tout le monde, comme ça. Et puis, passer un petit peu de temps. J'ai venu dans la région pour passer un petit peu de temps avec mes parents, pour aider avec leur installation en France. À ce moment-là, j'ai reçu le contrat pour le travail au Vietnam. Et le niveau de paye, c'était mieux que la France, mais le montant de travail, c'était beaucoup plus. En heure, oui. Donc, c'est-à-dire, dans mon poste, c'était 38, mais au Vietnam, c'était plutôt 60 par semaine. Donc, c'était énormément de travail. Et il avait 5 jours de vacances dans l'année. Et ça, c'est pour les personnes cadres. 5 jours de vacances. Chaque année, on accumule 1 jour supplémentaire. Et j'ai dit, pour aller en Asie, pour passer mon temps dans un bureau, non. Donc, je dis, OK, on ne change pas. Et au ce moment, avec toutes les situations de Brexit, on a rendu compte qu'on va perdre notre ancienneté en France si on quitte le pays, qui est logique. Donc, je dis non, il faut qu'on reste pour garder notre ancienneté, pour puisqu'on peut avoir la carte de séjour, pour puisqu'on peut éventuellement avoir une nationalité qui est en cours actuellement. Donc, voilà, j'ai resté. D'accord. Bref. Et là, tu décides de monter une structure? Oui, c'était en plan, toujours. Donc, le plan original, c'était pour passer 5 ans en Asie, stocker un petit peu d'argent, et puis lancer la structure. Et on s'est dit, pourquoi pas avancer ce plan sans d'aller en Asie. Donc, au niveau finance privée, ça va être beaucoup moins difficile, entre guillemets, si on était en Asie, on est venu avec plein d'argent. Donc, en effet, à ce moment, on est inscrit dans une formation qui était à l'époque gérée par le CCI, de la Chambre de commerce et industrie, créateur et repreneur d'entreprise. Okay. Donc, on a suivi cette formation qui était 2 mois, il me semble. Et maintenant, ça c'est avec le BGE. Ok, super. Tu voulais faire quoi, toi, quand tu étais petit? Tu te souviens? Oui. C'était pour être un archéologue ou égyptologue. Et en faisant la formation, j'ai rendu compte que c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire dans ma vie, parce que c'était un peu trop niche. Et moi, je suis c'est une personne qui aime bien en France, on dit les lettres, mais les sciences sociales, qui est quelque chose qui me plaît plus. Mais à l'époque, c'était pour être ça. T'as visité l'Égypte? Oui, c'est juste au nord, mais oui. Mais j'ai jamais fait toutes les Niles et des choses comme ça, donc ouais. D'accord, ok. T'étais comment, toi, petit? Déjà, très mignon. Ouais. Et moi, je suis le petit, le Benjamin de 3. On est 3 garçons. Ouais. Donc, mon frère aîné, il a 6 ans plus que moi. L'autre est 4 ans en plus que moi. Et tous les deux, ils sont nés le même jour, 2 ans à part. D'accord. Donc, ils ont presque jumeaux. Et ils ont la même taille et des choses comme ça. Donc, tout le monde traitait comme les jumeaux. Donc, moi, j'étais le petit extra avec les jumeaux.
Donc, c'est-à-dire, j'étais un peu fils unique, mais le petit de 3. Pour moi, je crois que j'étais assez sage. Peut-être c'est pas la réflexion de mes frères. Moi, je suis une personne qui aime bien pour être social dans un groupe, mais dans ce groupe, pour d'avoir 1 ou 2 amis hyper proches. Dans mon petit groupe de très proches, je suis très bavard, etc., pas de sage, mais au niveau de réflexion publique, peut-être un petit peu plus. Ouais. Ok. T'avais des intérêts pour les langues étrangères, déjà petit? Oui. Quand j'étais toujours en vacances, j'ai toujours essayé de lancer les petites phrases dans les langues différentes. Oui. C'était pas forcément quelque chose pour bien étudier, mais c'est juste pour d'avoir un plaisir de le fait que je peux réussir de dire quelque chose dans une autre langue, les gens comprennent et j'ai un résultat. Donc, soit un échange, soit pour acheter quelque chose, juste pour dire le bonjour, etc. Donc, oui, autant que petit, c'était ça. Quand je commence à être plus âgé, oui, j'ai étudié l'italien et français. Pas français en école, et italien en périscolaire. Donc, on peut dire oui, un petit peu pour la langue, mais c'était pas forcément quelque chose que je imaginais comme un travail. Ok. Il y a une langue que tu aimerais parler? Une langue que tu apprécies? J'aime bien le grec et aussi le chinois. J'ai fait quelques cours de chinois mandarin. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire un petit peu plus parce que je trouve que c'est une langue hyper intéressante, hyper riche. Mais une langue qui m'intéresse beaucoup, peut-être que je ne vais jamais étudier, c'est le hébreu. Pourquoi? Parce que c'est assez intéressant comme langue vivante, parce que c'était un peu une langue reconstituée. Donc, ça existait, ça a toujours existé, mais la langue qui parle en Israël, actuellement, c'est peut-être pas forcément la langue qu'il a parlé à l'époque. Oui. Donc, ils ont reconstruit cette langue. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant et innovant. Et aussi, c'est un bon modèle pour la protection des langues différentes dans le monde entier. Parce qu'effectivement, c'est comme les animaux, avec l'extinction des animaux. Chaque jour, il y a une langue qui part. Donc, ça, c'est une partie de nos richesses. Et il faut les garder. Donc, oui, c'est peut-être ça. Mais peut-être que je ne vais jamais étudier. Ouais. Si on parle d'apprentissage de langue, tu penses qu'il faut être curieux pour apprendre une langue? Pas forcément, mais il faut avoir un besoin. Tu penses qu'il faut avoir un besoin? Oui, ça c'est le seul moyen pour apprendre. Enfin, dans tous, je trouve. Il faut avoir un besoin. Le besoin pourrait être... J'ai besoin de réussir, j'ai besoin de faire un échange, j'ai besoin d'aller en vacances, j'ai besoin d'améliorer mon poste, etc. Mais c'est pour avoir un vrai besoin. Ça, c'est je trouve, c'est la seule façon qu'on peut assimiler et commencer à utiliser et pratiquer une situation d'apprentissage. Quand je dis besoin, le certificat à la fin, c'est pas du tout un besoin. C'est fausse. Et à la fois, ça c'est le problème avec le système éducatif de le monde entier, quand on dit aux enfants, allez, vous pouvez avoir votre bac à la fin et vous pouvez faire ci et ça avec. Donc voilà, ça c'est l'incentive. C'est pas du tout ça. Il faut construire un vrai besoin qui est, avec ça, on peut faire une autre chose. C'est plutôt ça. Mais ça aide pour être curieux. Ça aide. Tu parlais de l'école, là. Pourquoi, à ton avis, les petits Français, ils sont pas bons en langue étrangère? Ça ne vient pas de l'école. Ça ne vient pas de le système. Ça vient d'un aspect des Français qui est bien implanté au noyau de votre culture. Vous critiquez des autres personnes. Vous commentez, vous avez toujours un avis d'une autre personne. Donc, je vois le fait que les Français, à la fois, ils demandent quelqu'un qui a fait une faute. Et avec les enfants, ils demandent jusqu'au moment qu'ils ont en pleurant. Mais pour les adultes, ils font la même chose.
Tout le monde a un avis, tout le monde critique. Et ça construit un aspect de peur dans les gens. Ils sont timides, ils ne veulent pas faire des erreurs, ils ne veulent pas faire des fautes. Et quand je dis on apprend avec le besoin, on apprend aussi par les fautes, par les erreurs. Les seules façons on peut améliorer, c'est pour faire des erreurs. Parce qu'une erreur, c'est un essai de perfection. C'est pas un problème. Et les Français, je trouve, après 15 ans en France, ont peur de faire des fautes. Donc, ils restent silence jusqu'au moment qu'il arrive de dire quelque chose dans une façon parfaitement. Et ça n'arrive jamais. Donc ça, c'est pourquoi je trouve peut-être le niveau en France, qui est techniquement supérieur que le niveau en Italie. Mais en Italie, ils sont bavards, ils parlent, ils n'arrêtent pas. En fait, c'est difficile les Italiens dans un cours. Mais je trouve que ça, c'est à la fois la raison pourquoi il y a un niveau techniquement inférieur en France. Donc la structure s'appelle Troubadours. Les troubadours. Les troubadours. Les troubadours, oui, troubadours. Alors pourquoi ce nom? Les troubadours, depuis l'époque, c'est toujours les personnes qui transportent, qui transmettent la culture. Donc Ouais. à l'époque, c'était pour voyager entre les châteaux, pour chanter, pour passer les nouvelles, les actualités aux châteaux différents. Donc c'est-à-dire pour transmettre les cultures et aussi pour apprendre une culture dans le château et transmis à un autre. Donc c'est l'aspect de transmission, apprentissage, retransmission, reapprentissage. C'était quelque chose qui on a constaté que c'est intéressant. C'est l'aspect que c'est un voyage et l'apprentissage c'est un voyage. Pour nous, c'est la structure, la création des troubadours, c'est un voyage. Nous, on est là pour apprendre de notre clientèle. Notre clientèle est là pour apprendre de nous. Donc, c'est carrément dans cet échange qui est quelque chose qui nous plaît. Et on a constaté que les troubadours, c'était un mot qui a représenté ça. Mhm. Après d'avoir choisi, on a découvert toute l'histoire de Guillaume le Troubadour, qui était dans le sud du département de l'Indre, et qui a construit le château Guillaume, qui était le père de Éléonore d'Aquitaine. Et lui, il était nommé comme le premier troubadour, etc. Donc, il avait une histoire riche dans cette région. Et donc, c'est juste au hasard, ça nous ancrait carrément dans la localité, le local, qui est, le culture local. Ouais. Quand tu dis que l'apprentissage, c'est un voyage, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut peut-être revenir, avant qu'on ait trouvé le nom Les Troubadours, on voulait s'appelle Ithaca. Donc Ithaca, c'est les îles un petit peu mythiques dans l'Odesse. Et c'était une idée, c'était un rêve, c'était un objectif, mais c'était pas forcément un objectif à arriver. Mais dans l'Odyssée, c'est le voyage qui compte. C'est toutes les choses, tous les combats qu'elle a fait, pour rencontrer les sirènes, etc. Il était énormément enrichi par son voyage. Donc, il a appris énormément de choses pendant son voyage. C'est pour ça que je dis que l'apprentissage, c'est un voyage. Et quelle est la particularité de ta méthode, de votre méthode? La méthode des troubadours, c'est complètement axé sur production orale et la mise en situation, mise en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, en réalité, on est un peu une école antiscolaire. Donc, il n'y a pas on évitait l'écrit, on évitait les grandes explications de vocabulaire, de structure grammaticale. Et on mise en situation que, voilà, on a quelque chose, on est un objectif. Cet objectif, il faut utiliser les vocabulaires. Donc, nous allons tous travailler ensemble pour réussir cette énigme, ça pourrait être, pour trouver l'objectif. La chose qu'il faut réussir, c'est la formulation des phrases. Tu penses que l'oral, c'est beaucoup plus important pour l'apprentissage que l'écrit? Oui, Ouais. oui. Plus en plus.
plus en plus. Parce que l'écrit, pour les adultes, ça suit. Parce que si on a à un âge certain, normalement, la majorité de personnes savent écrire dans leur propre langue. On a vu que le français, c'est une langue latine qui utilise l'alphabet latin, qui est la même que l'anglais. C'est important pour apprendre l'écrit, mais c'est quelque chose qui suit après. Parce que aussi, un aspect de la logique troubadour pour apprendre comme les experts d'apprenti, qui est le bébé. Et le bébé, il apprend, déjà, il écoute. Il cherche, qu'est-ce que ça veut dire, cette son? Ils répètent dans leur tête le son. Ils créaient le lien entre cette situation, on dit ça, on est en réussite. C'est la même chose avec le troubadour. Et après ça, on a commencé à utiliser les mots. Et puis, peu à peu, on construit les phrases. Dans ce contexte, je dis ça et j'ai en réussite de ça. Enfin, après peut-être 5 ans, ou 4 ans, 5 ans, on commence à voir les lettres. On commence à sensibiliser avec les mots, les structures, les syntaxes. Mais pour nous, les adultes, quand nous apprenons, normalement, on commence avec les lettres. On fait tout sens l'envers. On ne pense que d'oral à la fin. Mais c'est complètement illogique parce qu'on est un modèle parfait de l'apprentissage de langue et on ne copie pas du tout. Parce que nous, les adultes, on est si égoïstes et on est si obsédés avec l'histoire qu'on a. Donc, moi, je prie dans l'école comme ça et moi, il faut que je note tout le temps, toutes les structures, tous les mots, même si je ne lirai jamais les cahiers après, parce que c'est comme ça que je apprends une langue. Mais cette personne parle seulement leur langue maternelle, donc ils n'ont jamais forcément maîtrisé une autre langue, mais ils savent comment on apprend la langue. Non, c'est pareil pour tous les adultes. C'est pas pour que les Français, mais c'est pareil pour tous les adultes. Et on apprend dans un sens complètement l'envers, qui est illogique. Avec les troubadours, on met cet ego à côté et on apprend comme les enfants. D'accord. Ouais. Donc vous faites des cours pour les enfants, pour les adultes. Il y a une grosse différence entre les deux dans l'approche? En gros, la grande différence entre les enfants et les adultes, les enfants, il faut mettre dans un groupe par âge. D'accord. Okay. On ne pense pas de le niveau d'enfant. On peut mettre un enfant qui a les notions d'anglais avec un enfant bilingue, mais s'ils ont le même âge, ils ont la même expérience, ils ont le même centre d'intérêt, ils ont le même besoin, donc on peut tous apprendre ensemble. Ah, c'est intéressant. Pour des adultes, il faut mettre par niveau. Et donc, c'est aussi dans cet aspect pour mettre les adultes au niveau. On a aussi la chance pour un aspect intergénérationnel que nous avons. C'est la mixité et l'intergénérationnalité que nous faisons avec les troubadours pour mettre les personnes qui sont peut-être retraitées, les jeunes retraités avec les professionnels, avec les personnes qui sont 20 ans, 21 ans. Donc, ils sont tous dans le même groupe. Ils peuvent tous échanger et ça, c'est quelque chose on trouve, c'est un aspect social, mais c'est assez riche. Ah oui. Ouais. Est-ce que tu as des petits trucs, toi, pour faire parler des enfants qui sont un peu timides et qui ne veulent pas parler une autre langue? Une chose qui pourrait être bien, déjà depuis le début, mais pas forcément depuis le début, pour mettre les animés en anglais. Si c'est en VO, mettre directement en VO. Des dessins animés en anglais. En anglais. Mettre ça, donc c'est par exemple des Disney, etc. Mettre tout de suite en anglais. Parce que les enfants, le bébé, ne savent pas. En fait, ils regardent, ils cherchent à comprendre. Et ils commencent à capter le mot, ils commencent à assimiler les mots. Souvent, les enfants sont forcés par les parents pour mettre en traduction, enfin en doublage, parce que les parents disent mais ils comprennent pas, c'est pas correct, c'est pas possible. Non, donc c'est souvent je parle des égos des adultes qui bloquent les enfants dans cette façon. Ça c'est déjà une chose qu'ils font le pays scandinave, ouais. Et ça marche tellement bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire autant qu'adultes? C'est pour mettre les enfants dans une situation qu'ils peuvent jouer dans une langue.
Okay. Donc, c'est-à-dire, même juste une petite chose pour mettre les post-it sur les objets dans la maison. Les adultes peuvent chercher sur l'Internet pour les mots, pour écrire les mots et coller le post-it sur un objet. Mhm. Mais la chose qui est importante, c'est pour jamais critiquer la prononciation de quelqu'un. Parce que c'est, par exemple, si l'enfant est timide déjà, et on commence à dire non, c'est pas ça, il faut dire le th, il faut dire le etc. Ça commence à créer un blocage pour l'enfant. Et le blocage, c'est la chose le plus difficile pour un formateur, enfin, c'est un professeur de langue, parce que ça, c'est un aspect psychologique. L'apprentissage de la langue, qu'il faut déconstruire le blocage de quelqu'un pour on peut commencer à continuer. Il faut toujours éviter la construction ou l'imposition d'un blocage dans l'enfant. Et donc, quand tu fais des cours avec des enfants, c'est des discussions, c'est quoi? Déjà, on est en préparation. Donc, la préparation à faire avant le cours, c'est en sensibilisation des mots. C'est lors d'un jeu de 5 minutes qu'il peut jouer sur le portable. Et c'est juste une connexion des images et des mots, des images et des phrases, puisqu'il n'y a pas de traduction. Mais la personne peut dire, OK, ça veut dire ça. Okay. Donc, j'ai une notion, j'ai les idées, j'ai une sensibilisation des mots, mais ce n'est pas forcément tout écrit. Ce n'est pas l'objectif d'une préparation. Il arrive en cours et tout de suite, on commence à rentrer dans soit un jeu, soit une discussion, soit des questions dans les groupes. Donc, par exemple, hier, on a fait un cours qui a parlé de les travails dans le Moyen-Âge et comment c'était différent de maintenant. Donc, les stagiaires, ils ont fait de préparation pour apprendre chevalier, princesse, une Smith qui est un ferronnier. D'accord, ouais. Oui. Ouais. Donc, tous les travails comme ça. Au début de le cours, c'est la connexion avec les images entre les personnes, le nom, le titre de personne et l'image, et pour échanger avec l'autre personne dans un groupe, pour poser des questions de est-ce que c'était facile ou difficile, ce travail. La prochaine étape, c'est pour mettre les stagiaires dans une situation qu'ils interrogent entre les groupes, pour dire, vous pensez c'est un travail facile, pourquoi? Et commence à utiliser les petits mots pour reconstruire une deuxième phrase. Donc, pour comment ça arrive dans une situation de conversation, entre guillemets. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cours, mais en gros, c'est ça. Pour les enfants, c'est un peu différent parce que les enfants, il faut faire plusieurs activités. Donc, par exemple, pour les enfants, la première chose à faire, c'est en connexion, c'est un petit affiche où ils peuvent colorer. C'est les petits enfants, ils peuvent colorer les travails différents. Donc, on concentrait plutôt dans le centre d'intérêt des enfants, donc chevalier, princesse, et on a pris le ferronnier. Donc, ils construisent les connexions de cette personne à 7 titres et 7 noms pour le travail. Est-ce que c'est un travail facile? Qu'est-ce que ça veut dire facile? Donc, on va faire des activités, on va faire des jeux, on va faire des mouvements qui est facile et on va faire des mouvements qui est difficile. Et comme ça, je peux dire, c'est par exemple pour sauter, c'est assez facile. Mais si on courir dans les spots pendant longtemps, ça commence à être difficile. C'est dur. Donc, je répète les mots comme ça pour que les enfants peuvent savoir que, ok, c'est pas l'action qu'il veut dire, mais c'est le sentiment, l'adjectif. La description de qui est facile, qui est difficile. Et après ça, on retourne aux premières activités pour dire, est-ce que la vie d'une princesse, c'est facile? Les enfants disent, oui, c'est facile, mais bon, peut-être c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais bon, est-ce que c'était difficile pour être un chevalier? Non. Est-ce que c'est facile pour un chevalier? Non, c'était difficile, parce qu'il peut mourir et des choses comme ça. Et les enfants, je pousse de parler un petit peu en franglais. S'ils connaissent le mot en anglais, ils lancent le mot en anglais. S'ils ne connaissent pas, je dis en français. C'est pas grave, je comprends. Mais l'objectif, c'est éventuellement pour remplacer le maximum des mots en français avec anglais et éventuellement il arrive de parler en anglais et on peut rectifier toute la syntaxe après. Ok.
D'accord. Ouais. Toi, tu parles bien français. Ah, merci. Très bien français. Merci. Quand tu arrives en France, qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans la langue française? Le tutoiement. Oui, c'est dingue. En fait, en école, on n'est pas appris le tutoiement. Bah, vite fait. Mais c'était pas du tout le cible de cours. Donc, c'était tout à vouvoiement, tac. Et quand je suis arrivé en France, j'étais invité dans une fête. C'était à Paris. Et c'était dans les premières 2 semaines ou quelque chose comme ça. C'était en fait assez international. Et il avait une Italienne. Elle a posé la question, tu viens d'où? Mais avec un accent italien, et c'est hyper vite parce qu'elle a pris quelques bières, donc elle a parlé très très vite. Pour moi, c'était très vite. Elle dit, tu viens d'où? Elle a dit sans cesse. Je dis, mais je comprends pas qu'est-ce qu'elle dit. Et elle a dit, ah oui, vous venez d'où? Et je dis, ah oui, ok. Et j'ai répondu. Et je dis, j'ai constaté que il avait eu une partie de la langue, la plupart de la langue sociale que j'ai eu aucune idée en fait. Donc ça c'était un choc. C'était un choc que notre professeur en Angleterre, ils ont carrément fait un choix. Sauf si j'ai zappé complètement le parti de tutoiement, mais franchement ils ont fait un choix on enseigne le vouvoiement et pas le tutoiement. Et ça c'était même maintenant. À la fois, il faut que je réfléchisse avant de dire quelque chose en tutoiement. Tu sais d'où ça vient, ça, en Angleterre, qu'il y ait une seule forme, qu'il y a le you, c'est tout? À l'époque, on a eu les deux. On a eu thee, thy, thou, qui est tutoiement. Et maintenant, on utilise seulement pour prier. D'accord. Donc, c'est-à-dire, on tutoie le Dieu. Parce que c'est en forme ancienne. Il y a certaines personnes dans le nord-est de l'Angleterre, Yorkshire, qui utilisent un petit peu, mais c'est très ancien et on a remplacé avec vous, donc you, qui est en copie vous, c'est you. Enfin, au niveau linguistique, anglais, c'est assez intéressant, le changement entre anglo-saxon et anglais, l'évolution. Parce que anglo-saxon, c'était assez, c'est une langue germanique, bien germanique. Pendant le Xe siècle, ils ont fait une réforme, mais ce n'est pas forcément une réforme, c'est les gens ils ont choisi de simplifier la langue. Depuis ça, donc depuis les derniers 1000 ans, a un objectif de simplifier la langue à chaque étape. D'accord. C'est pourquoi on a les verbes irréguliers en anglais, qui est 5, 5, 5. Parce que 5, 5, 5, c'est pour couler un bateau, couler. C'était régulier à l'époque. Et maintenant, c'est irrégulier parce qu'on est remplacé avec le ED. Le ED, c'était très petit, il est très peu utilisé. Et maintenant, c'est bien utilisé. Ça représente la majorité de verbes en anglais. Ça finit avec le ED. Ça, c'est dans l'aspect de simplification. Et je trouve le thee, thy, thou, c'est un aspect de simplification. D'accord, ok. Ouais. Quel est le mot en français que tu préfères? J'aime bien le mot vachement. C'est vachement parce que c'est rien à voir. C'est parce qu'en anglais, c'est cowley. Ah, ça existe aussi? Non, ça n'existe pas du tout. C'est pour être comme une vache. C'est un mot qui sent... C'est un mot n'importe quoi, en fait. C'est magnifique. Et j'aime bien ça. Vachement, c'est un mot que j'aime bien parce que c'est un mot qui est ancré sur le territoire. C'est pas forcément un mot paysan, mais ça représente le cœur des Français qui est connecté au paysage. Et on parle des vaches. Et on parle de vaches dans tous les sens. Donc, c'est-à-dire, je sais que c'est la connexion de vachement, ça n'a rien à voir avec les vaches, mais c'est un souvenir de ça. Et aussi, ça représente un aspect de l'absurdité des humeurs français. Et l'humeur français, c'est assez subtil, je trouve. Donc, pour ça, les Anglais, on croit que les Français, ils n'ont pas d'humeur, en fait. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. Et je trouve, les Français, il y a un côté, pour jouer avec les mots, pour le jeu de mots, mais il y a un côté complètement absurde. Comme on voit avec, par exemple, les Coluche de l'époque, et même maintenant, tous les humoristes, il y a un côté absurde. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je pense que je crois que cette mot, c'est une belle représentation de ça. C'est vrai. Ok. Quelle qualité et quel défaut, toi, tu trouves au peuple anglais? Les Anglais. Je parle des Anglais. Oui. Okay. On est toujours nostalgie. Ça, c'est une qualité? Non, c'est un défaut.
Nostalgique de quoi? De l'Empire? Oui, Ouais. oui, c'est ça. C'est le fait que je trouve il y a une grande partie de les peuples anglais, malheureusement, qui sont perdus dans une nostalgie pour un empire qui a peut-être jamais existé. Une notion de... Pourquoi tu dis qu'il a jamais existé? Si, l'empire existait, elle existait, mais la notion de l'empire qu'il imagine, ça n'a jamais existé. Les Anglais construisent les chemins de fer partout, ils ont connecté le monde, ils ont, c'était le premier pays qui dit non à l'esclavage, même s'ils ont continué l'esclavage un petit peu. Et donc c'est tout cet aspect que toutes les réformes de le monde entier viennent de les Anglais. Nous sommes les grands peuples qui a cultivé le monde. C'est ça que je trouve, c'est le plus grand défaut des Anglais. Actuellement, j'ai trouvé pour un moment dans les années 90 que cette idée s'est partie. Le multiculturalisme a remplacé cette notion et ça a revenu. Ça a revenu avec la force. Mais les qualités... Et la qualité. Les qualités, c'est la convivialité. Le fait que tout le monde peut réunir n'importe notre statut social pour réunir dans un aspect collectif. Ouais. Tu penses qu'il y a un mélange plus fort qu'en France? Oui, Ouais. oui. Même si il y a un mélange en France, mais il y a l'aspect du ghetto. Enfin, en fait, ça n'existe pas forcément en Angleterre, même si ça existe. Hein, mais c'est moins, c'est plus mixte. Ouais. C'est ça que j'aime bien que tout le monde. Enfin, c'est la chose qu'on embrasse. Il n'y a pas de bisous en Angleterre. Mais on embrasse les amis et on embrasse enfin, c'est pas au niveau business, mais il y a un contact physique. Ça, c'est quelque chose il me manque beaucoup. Ouais. C'est plus anglo-saxon, ça? Oui. Et je trouve ça, c'est quelque chose qui casse les différences. Ouais. Et ça, c'est une qualité que j'adore dans les Anglais. Marcus, j'ai une question un peu plus difficile. Oui. Est-ce que pour toi, vivre dans un pays étranger, c'est un sacrifice? Oui, non. C'est plutôt, parce que effectivement, on vit dans un monde que tout le monde cultivait leur vie sur les réseaux sociaux. Donc ils mettent les images, ils mettent le petit moi je fais ça, moi j'ai fait ci, etc. Donc c'est-à-dire on vit dans un monde de comparaison. Ouais. Et quand je vois mes amis, mes camarades en Angleterre, effectivement, ils n'étaient pas attardés par le fait qu'ils ont déménagé dans un autre pays, ils ont forcé d'apprendre une autre langue, ils ont forcé de commencer avec peut-être le travail qui n'était pas pertinent pour leur qualification, mais juste pour arriver de parler, pour avoir un petit boulot, entre guillemets, pour arriver de parler. Donc, effectivement, pendant une période, ils étaient plus avancés dans leur carrière que moi. Parce que c'est toujours plus facile pour rester dans la ville où on est né pour travailler, en fait, pour développer la vie. Mais c'est difficile pour déménager. Donc, il avait un moment que j'avais un petit peu un crise de mais je fais quoi dans ma vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je gagnais moins d'argent que mes amis à Londres, etc. Pourquoi j'ai pas acheté une grande maison à Londres? Comment ils peuvent faire ça, etc. Parce qu'ils en ont endetté de ouf. Et grâce au fait que je suis en France, j'ai beaucoup moins de dettes. Mais maintenant, non, je sens que je suis plus fort. Pas le fait que je suis dans un autre pays, pas le fait que je parle deux langues, j'ai deux cerveaux entre guillemets, j'ai deux façons de vie. Je suis ni français ni anglais. Quand je suis là, je trouve, c'est par exemple, je suis dans un bar au restaurant en Angleterre, il me sert un petit peu de vin mais il remplit les verres jusqu'aux limites, et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la chose que je trouve, ça me choque, ça me déstabilise complètement. Parce que à la fois, c'est un côté de la culture française que j'ai appris, et par exemple, les légumes en Angleterre, dehors de Londres, à la fois, il n'y a pas de goût. Mais en France, on est gâté. Et donc, il y a toutes les... J'aime bien le fait que j'ai un pied dans les deux. Et assez récemment, il y avait quelqu'un qui me posait une question.
cette question, en gros, c'était pour simplifier les questions. Est-ce que tu es content dans ta vie? Ou est-ce que tu veux changer? Ça forçait ma tête à tourner. Mais même assez récemment, comme c'était à l'époque, pour dire, est-ce que je suis content dans ma vie? Est-ce que je suis content pour être chef d'entreprise? Est-ce que je suis content pour avoir toute la pression de ça? Est-ce que je suis content que si je restais à Lyon et continuais dans un poste et changer de poste, je vais avoir plus d'argent et j'ai pas vendu mon appartement? Ou est-ce que aussi j'allais au Asie pour faire ça, pour faire ci? Donc ça m'a forcé de réévaluer ma vie. La décision que j'ai fait, c'est oui, je suis content dans ma vie. Donc, je ne peux pas comparer ma vie avec les autres personnes. Mais pour ma vie, complètement autocentrée, je suis content. Ouais. Et est-ce que c'est pas difficile d'être anglais en France? Et quand tu es anglais en France, tu n'es plus tout à fait anglais. Je constate que j'ai un privilège, autant qu'anglais, autant qu'européen, que à la fois les autres personnes étrangères en France n'ont pas. Donc, je suis moins jugé. Dès que j'ouvre mon bouche, ils savent que je suis anglais. Mais il y a aussi un privilège pour être anglais parce que ça rentre dans l'histoire de la France, c'est toujours le combat, etc. Donc, c'est plutôt une convivialité. Donc, je trouve que c'est pas, pour être anglais en France, c'est pas une négative. C'est pas difficile. Les gens, ils prennent le temps avec nous, ils sont très sympas. Ils aiment bien qu'on nous parle, même s'il y a des petits mots, etc. On est moins jugé. Donc, mais en bref, je ne sens pas que c'est difficile. Ouais. Est-ce qu'il y a des livres ou des films que toi t'aimes bien? C'est mon livre préféré, c'est un livre russe qui s'appelle Le Master et the Margarita, Le Maître et la Margarita. Et ça écrivé par Bulgakov. Ça parle c'est comme on parle de l'absurdité, c'est un peu absurde. C'est un monsieur qui est dans les années 30, c'est juste après suite à la Révolution, donc sous le Soviet. Et il est voyagé dans le temps, dans l'histoire, et il est guidé par son chat qui s'appelle Margarita. Et il visite le diable, c'est un peu comme Faust. Il vole dans l'air autour de Saint-Pétersbourg, à Moscou, et c'est hyper intéressant. Il rentre dans le cours de le diable et il danse avec le diable. Enfin, ça représente l'esprit russe. Ça représente un aspect très romantique des Russes que nous, on ne voit pas. Et bien sûr, avec ces situations de la guerre froide, on traite comme les ennemis, etc. Et même, on ne parle pas de la situation actuelle. Donc, je séparais le pays de le peuple. Ouais, bien sûr. Donc, je trouve les Russes sont un peuple très romantique, mais ils cachent ça. Ils cachent ça. Et ça sort dans leurs poèmes, ça sort dans leur esprit, ça sort dans leur littérature. Donc, je trouve que cet livre, c'est magnifique. Ok, merci. Et un film? J'adore un film qui s'appelle The Blythe Spirit. C'est un film qui était basé sur une pièce de théâtre. Et ce film s'est fait dans les années 50-40, après les guerres. Enfin, le réalisateur pour ce film, c'est Noel Coward. Ça parle d'un monsieur sa femme est morte dans un problème de voiture et il remarie. Et un jour, il a invité une dame qui s'appelle Madame McCarthy, qui est jouée par Margaret Rutherford, pardon. Et elle arrive, elle est en mystique, elle revient l'âme de son ancienne femme. Et elle revient dans la maison, elle est méchante, elle crée une situation absolument horrible pour ce monsieur et sa nouvelle femme. Et enfin, elle a réussi d'enlever le frein de la voiture. Et la nouvelle femme, elle prend la voiture parce qu'elle n'est pas contente, elle fuit la maison. Elle est dans un incident elle est en problème de voiture et aussi elle est morte, elle revient. Donc, et cette pauvre monsieur, il est là avec son ex-femme, sa nouvelle femme qui est en colère avec lui. Donc, et c'est en farce. D'accord. Et j'adore ça. Et c'est très anglais, hyper anglais.
il parle dans un accent qui était l'accent de la reine à l'époque. C'est très coupé et c'est très stylé et ça j'adore. Merci pour ces conseils en tout cas, Oui. Marcus. J'ai une dernière question, parce que le temps passe vite avec toi. Quel est l'endroit que tu préfères, toi, dans le Berry? Dans le Berry. Ouais. On vu que mes parents, ils habitent à Prissac, dans le Barbarie. Donc, j'aime bien le côté Brenne, le côté forêt. Mais en même temps, j'aime bien le fait qu'il y a des lacs à côté de l'eau. Donc, le mélange entre l'eau et des arbres. Donc, j'aime bien les balades autour de le mer Rouge, dans la Brenne. Et j'aime bien pour marcher dans les arbres, pour voir les traces de sangliers, les traces de biches, etc. Et pour voir tout ça. Donc, ça, c'est un endroit où j'adore. J'aime bien le côté intime dans la Brenne. Un autre endroit, c'est dans le Cher. Et j'ai un ami, elle habite à Neuvy-de-Clocher, qui est entre Sancerre et Bauche. C'est la route entre les deux. Et donc, depuis mon arrivée en France, j'ai passé le temps chez elle. Mais cet endroit, j'ai beaucoup de souvenirs. D'accord. Là. Les belles souvenirs de toute ma vie en France. Donc ça, j'aime beaucoup. Ok. Thank you very much. Thank you. Si on veut retrouver les Troubadours, on fait comment? Si on veut te contacter? Oui, donc pour nous contacter, je vous donne la nouvelle, l'actualité, parce qu'on est en projet pour installer un nouvel centre de formation à Châteauroux, à 73 rue Grande. D'accord. Donc c'est pas loin de Joudebout, etc. Donc nous serons installés là à partir de septembre. Ok, super. Avant ça, vous pouvez toujours nous contacter grâce à notre site internet qui est Les Troubadours, donc LESTROBADOURS.com. Et aussi nous envoyer un mail qui est contact@lestroubadours.com. Merci Marcus en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Salut. Salut. Hello, j'espère que l'épisode vous a plu et que ça vous a donné envie de vous mettre ou de vous remettre à l'anglais. Quelques infos sur la communauté, Goodberry reste le premier podcast local berrichon avec plus de 4300 écoutes, soyez-en remerciés. À l'approche de l'été, Goodberry fera une petite pause à partir du 15 juillet pour revenir à la rentrée avec des invités incroyables et inspirants. Pour être informé des nouveaux épisodes, il vous faut vous abonner sur votre plateforme préférée. Et de cette manière, vous ne manquerez aucun épisode. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec une invitée inspirante. D'ici là, let's speak English and inspire us.